On est là pour vous faire une petite présentation concernant la problématique ou du moins l'intégration des équipements biomédicaux dans les opérations de travaux. C'est une question relativement large qui a sûrement des réponses multiples, mais on a essayé d'aborder ce sujet-là en essayant de prendre du recul principalement par rapport à ça, puisque clairement un bâtiment hospitalier a besoin d'équipements biomédicaux pour vivre, pour exister, pour être performant. Et si on ne sait pas les intégrer, le bâtiment ne fonctionne pas. Donc la finalité, c'est de les intégrer correctement. La suite des choses, c'est que on est sur des process différents entre le bâtiment et les équipements biomédicaux. Donc, on a réussi à identifier un certain nombre de points qui nous semblent essentiels de rappeler par rapport aux particularités de ces équipements-là dans une opération de travaux. Donc on sait qu'un projet hospitalier, entre, on va dire, son démarrage, la programmation et sûrement la finalité du projet, c'est des projets très longs. C'est, on va dire, un minimum 5 ans entre le démarrage de la programmation, les études et ensuite la réalisation des travaux, la réception. Donc on est bien d'accord qu'il y a un timing qui est complètement déconnecté entre l'équipement biomédical qui, lui, a une perspective d'évolution qui est, on va dire, peut-être pas une nouvelle gamme tous les ans, mais malgré tout une perspective d'évolution relativement rapide qui n'est pas du tout compatible avec un projet de bâtiment. Ensuite, les équipements biomédicaux, ça reste des équipements industriels. Donc l'industrie, elle a la particularité de travailler au millimètre. Le bâtiment, ça travaille au centimètre. Et les taux de tolérance des deux corps, quand on les rejoint, c'est toujours très compliqué à gérer. Parce qu'on n'arrive pas à... On a l'impression que les gens qui se rencontrent ne parlent pas la même langue. Mais effectivement, quand on n'a pas le même référentiel, on ne peut pas parler la même langue. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est... on a souvent dans les opérations de travaux des services biomédicaux qui sont déconnectés des services d'ingénierie de travaux. Donc c'est souvent ces services-là s'entendent bien entre eux, mais des fois c'est pas le cas. Et la problématique de ne pas intégrer les équipements biomédicaux, c'est que les services biomédicaux ne sont pas suffisamment intéressés aux opérations de travaux, ou quand ils sont intéressés, ils arrivent beaucoup plus tard dans cette opération. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu regarder un petit peu les différents types d'équipements médicaux, biomédicaux qui sont mis en œuvre dans une opération hospitalière. Donc on a identifié trois grandes thématiques, et en particulier, donc la première thématique, c'est les équipements lourds. Donc les équipements lourds, c'est un IRM, un accélérateur de particules, un scanner. Donc ça, c'est des équipements extrêmement lourds qui conditionnent complètement un plan hospitalier. Par contre, ce sont des équipements qui ont une évolutivité maximum, c'est-à-dire qu'on a toujours, on change de technologie très régulièrement, et ce changement de technologie a un impact fort sur le projet médical. Par contre, sur le projet bâtiment, on va dire qu'on reste sur des référentiels de dimensionnement connus. Donc, on peut considérer que ces équipements-là ont des contraintes dimensionnelles et ergonomiques pour un plan d'architecte, ont des problématiques d'intégration de protection, l'IRM, le scanner. Ils conditionnent le dimensionnement des sources et, par contre, ils sont installés après travaux. Donc, en fait, dans l'approche architecturale d'un bâtiment et dans l'approche technique d'un bâtiment, ce sont des équipements qui sont, de toute façon, impossibles à intégrer dans une opération de travaux. On ne peut pas signer un marché de travaux et livrer des équipements 3 ans plus tard. Il faut que les équipements soient à la pointe. Ça ne sert à rien qu'on vous livre un service neuf avec des équipements qui ne sont pas à la pointe. Donc ça, c'est le premier type d'équipement qu'on a identifié. Le deuxième type d'équipement, c'est les équipements légers devenant immobiliers, ce que nous, on a considéré comme étant les éclairages opératoires, les bras mobiles, les colonnes de SSPI et les gaines tête de lit. Même si les gaines tête de lit, ça reste très commun et c'est tout le temps intégré aux opérations de travaux. Ce qu'on a pu remarquer par rapport à ces équipements-là, c'est que ce sont des équipements qui conditionnent l'ergonomie, mais intérieure des locaux. Donc, contrairement aux équipements très lourds, qui conditionnent, on va dire, l'ergonomie des services, les équipements médicaux fixes devenant immobiliers, les plus petits équipements peuvent conditionner l'ergonomie d'un local. Automatiquement, une salle d'opération pourrait être optimisée en fonction du type de matériel qu'on va utiliser dedans. Donc je vais prendre un exemple concret, puisqu'on a eu l'occasion de visiter un centre avec Draeger
il y a quelques semaines de ça, où avec le système du cadre Opéra, qui diffère du système des bras mobiles qu'on peut retrouver très régulièrement dans les salles d'opération, a permis d'optimiser la taille de la salle d'opération. Voilà, donc ça c'est un exemple concret, et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être laissé à l'initiative de l'équipe de maîtrise d'œuvre, parce que on va dire ça ne conditionne pas l'extérieur d'un service, mais par contre ça conditionne chaque taille de local. Donc c'est important qu'on puisse avoir la possibilité de travailler les techniques pour optimiser les locaux. Voilà, donc ça c'est les deuxièmes types d'équipements. Troisième type d'équipement, très rapidement, c'est les équipements très légers. Donc tous les systèmes de monitorage, systèmes actifs, qui eux sont clairement des systèmes qui arrivent à la fin, une fois que le bâtiment est livré, prêt à être mis en service. Et donc à compter de ce moment-là, ils ne conditionnent pas réellement une opération de travaux. Donc là, l'impact de ces équipements sur une opération de travaux n'est pas majeur. Donc aujourd'hui, les dispositions actuelles telles qu'on a pu les identifier. Très souvent, les équipements biomédicaux ne sont pas traités dans les marchés de travaux. Donc c'est le deuxième point que je vous ai mis. Ils sont plutôt traités dans des marchés de type UGAP ou subséquents. Qui sont passés, on va dire, dans un timing logique par rapport à l'opération de construction de travaux, mais pas obligatoirement dans un timing logique par rapport à l'exécution des travaux de corps d'état techniques, ou même de grosses œuvres. On a quand même des impacts non négligeables pour l'installation des équipements dans les salles d'opération. On a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, des marchés d'ancrage qui, a priori, ne sont pas cohérents avec un marché complet de fourniture d'un ancrage plus d'un bras. Donc, est-ce que c'est adapté, est-ce que c'est pas adapté? Ça, on pourra peut-être tirer la conclusion un petit peu plus tard. Donc, la problématique de ces marchés de travaux-là, tels que nous, on la ressent, c'est que les marchés de travaux UGAP sont relativement tenus, c'est-à-dire avec des règles bien définies, et donc les limites de prestation ne sont pas toujours par contre connues suffisamment en amont par les intervenants de l'opération de travaux. Voilà. Donc ce qu'on peut tirer comme première conclusion de ce qu'on vient de voir, c'est que les équipements lourds, on est d'accord, on ne peut pas les anticiper on ne peut pas les intégrer aux opérations de travaux. Déjà, ce sont des montants extrêmement importants, des technicités très particulières, et on ne peut clairement pas se permettre de demander à un maître d'ouvrage d'anticiper l'achat d'un accélérateur de particules, l'achat d'un IRM pour 3 ans avant la mise en service d'un bâtiment. Je pense que tous les gens ici sont à peu près conscients de ça, c'est-à-dire que les techniques évoluent vite, et en particulier les techniques de l'informatique, les techniques d'acquisition, font que les gens voudront toujours un équipement le plus performant. Par contre, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les équipements devenant mobiliers, c'est une vraie question qu'on peut se poser. À compter du moment où on conditionne l'ergonomie interne d'un local, on ne conditionne pas l'ensemble d'un service comme les équipements lourds, mais l'ergonomie interne d'un local, on peut se poser la question à quel point est-ce qu'on ne peut pas laisser à l'équipe de maîtrise d'œuvre, puisque quand on parle de les intégrer aux équipements de travaux, c'est avant tout l'intégrer on va dire, aux prestations du maître d'œuvre. Est-ce que c'est pas possible de laisser la possibilité à l'équipe de maîtrise d'œuvre de pouvoir gérer ses équipements, de faire des choix techniques au niveau de ces équipements, tout en intégrant le biomédical, pour qu'on puisse vraiment tirer le maximum de ces équipements par rapport à l'ergonomie d'un local, par rapport à des gains de surface. On sait aujourd'hui qu'un mètre carré d'hospitalier, tout le monde est passé dans les différentes commissions, coûte de l'argent. Donc tout mètre carré économisé peut, pourquoi pas, servir à du stockage. On visite des blocs opératoires partout avec des couloirs pleins d'équipements. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que les quelques mètres carrés qu'on peut gagner en utilisant des équipements bien particuliers dans l'ergonomie d'un local, est-ce que ces mètres carrés-là ne peuvent pas être utilisés pour une autre fonction qui, a priori, paraît relativement essentielle, mais qui n'est pas une fonction obligatoirement très noble, mais un bloc opératoire sans stockage, c'est un bloc opératoire qui ne fonctionne pas. Je pense que là, il n'y a pas beaucoup de... pour moi, c'est très cohérent d'aborder les choses comme ça. Ensuite, donc
on s'est permis de faire un petit point sur des retours d'expérience sur des opérations en cours. Donc d'abord retour sur les études, enfin une étude en particulier. Donc c'est le service des urgences de l'hôpital Lavéran à Marseille. Donc c'est une opération en conception-réalisation, donc avec une entreprise générale mandataire. Et on a confié donc au groupement la gestion des équipements médicaux fixes. Donc en l'occurrence, on n'est pas sur des salles d'opération, on est sur des box d'examen, les salles de déchocage et des chambres d'USC. Alors, on va dire que les commerciaux ayant très bien fait leur travail, on avait un certain nombre de références qui nous étaient données dans le programme. Mais malgré tout, la possibilité de gérer ces équipements-là dans le cadre du montage de l'opération nous a permis de faire des optimisations, surtout de proposer des optimisations au maître d'ouvrage, parce que, on va dire, c'est pas logique de demander à un ingénieur biomédical de se projeter dans l'organisation d'un local tant qu'il voit pas le plan. Donc, j'ai tendance à dire qu'une maîtrise d'œuvre compétente, ce que nous on estime être, peut permettre de proposer d'autres systèmes d'organisation et tout en intégrant des équipementiers en amont, de proposer d'autres systèmes d'optimisation des locaux et aussi de voir s'il n'y a pas des techniques alternatives par rapport à ce qui était proposé dans le programme. Si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas vraiment exploiter au maximum l'essence de ces prescriptions-là. Donc ça, c'est un retour récent. Ça nous a aussi permis de proposer des pistes d'optimisation au maître d'ouvrage. Un maître d'ouvrage, souvent au niveau du programme, et en particulier en conception-réalisation, a tendance à avoir peur de la réponse de l'entreprise générale. Donc il essaye d'enfermer un maximum les choses, il essaye de prévoir un maximum de choses, peut-être pas toujours à bon escient. Donc c'est aussi à nous, c'est de nous laisser la possibilité de proposer d'autres choses qui peuvent être ergonomiques, avec pourquoi pas des rendus 3D, mais qui peuvent être ergonomiques pour répondre aux besoins du maître d'ouvrage sans que lui se projette. Un projet d'architecture, au départ, un maître d'ouvrage met des éléments sur un programme et ensuite il laisse l'architecte penser. Je pense qu'au même titre, dans l'ergonomie des locaux, on a le droit de laisser l'architecte et l'ingénierie penser pour proposer des solutions alternatives qui ne peuvent ne pas paraître évidentes à tout le monde au départ. Donc ça, c'est le retour d'expérience. On n'est pas encore en chantier. Mais bon, ça va venir. A priori, ça a l'air bien parti. Ensuite, on va faire un petit retour d'expérience sur les chantiers récents. Donc, premier chantier, plateau technique Bordeaux-Nord. Donc une stérilisation, des salles d'opération, chambre de réanimation USC, des équipements biomédicaux non traités dans le cadre des marchés de travaux. Donc un maître d'ouvrage qui nous dit « je fais confiance à ma maîtrise d'œuvre est compétente, on va réussir à gérer les équipements biomédicaux ». J'ai tendance à vous dire, maintenant ça fait 16 ans que je travaille dans l'hospitalier, on a beau avoir installé tout le type d'équipements médicaux, il y a toujours quelque chose de nouveau sur une opération. Ça c'est évident. Donc on va dire que à peu près tous les travers que j'ai pu vous présenter lors des slides précédents, c'est-à-dire la problématique du timing. Oui, la problématique du timing et la problématique du métrage. Donc ça a été, on va dire, tout au long du chantier, même si c'est très bien passé, sachant qu'on est sur de la salle d'opération très standard, malgré tout, tous ces éléments-là, on les a retrouvés et nous ont posé problème pendant le chantier. Pourquoi ? Parce que on a beau travailler en amont avec des équipementiers, on a beau faire des paris, tant que l'équipementier n'est pas choisi, on n'est pas capable de l'intégrer correctement dans une opération. Une opération de travaux, ça commence avant même qu'on ait écoulé le premier béton, ça commence à la synthèse. Et donc, si on n'a pas la possibilité d'intégrer les équipements qui, malgré tout, sont conditionnants, on est d'accord, il y a toujours une gaine de ventilation qui va passer au mauvais endroit. Si on ne sait pas qu'il y a un ancrage à cet endroit-là dans le futur, ça posera toujours un problème. Et donc, après, on en arrive à la limite du système entre les limites de prestation et les limites de prix. Un ancrage posé directement sur une dalle béton ou un ancrage avec une chaise, on n'est pas du tout sur les mêmes prix, on n'est pas sur les mêmes choses. Je pense qu'on pourrait s'éviter beaucoup de discussions en faisant les choses différemment. Enfin voilà, en tout cas c'est un peu l'enseignement que moi j'ai pu tirer du plateau technique de Bordeaux-Nord. Et Sophie va vous parler du NCV de Poitiers. Bonjour, Sophie Mareuil, architecte.
Donc je vais vous faire un petit peu mon retour d'expérience sur le chantier avec le CHU de Poitiers, donc sur la construction du bâtiment du NCV. Il y a une présentation actuellement en cours en ce moment. Donc c'est un projet de 27 000 m² qui regroupe plateau technique, chambre d'hospitalisation, consultation, des réanimations aussi, une néphrologie. Donc sur le plateau technique, donc là on est sur un marché où le CHU a un marché subséquent pour tout ce qui est matériel biomédical, donc sur les ancrages, les bras, les scialytiques et tout ce qui est gros matériel d'imagerie. Donc il y a un marché à part pour l'IRM et également aussi pour tout ce qui est salle d'opération avec imagerie intégrée, donc ce qu'on appelle les salles hybrides. Voilà, donc effectivement là on est en phase de réception de ce plateau technique, donc on est en plein justement dans ces problématiques d'intégration du marché ou pas justement sur le marché de travaux. Pour faire suite à ce que tu disais Ludovic tout à l'heure, c'est sûr que les problématiques d'ancrage d'éléments qui se télescopent, c'est voilà, en ce moment on est en train de finaliser une salle hybride, donc qui regroupe imagerie et aussi interventionnelle. Et là en plus on a plusieurs spécialistes, chirurgiens, 3 différents qui doivent aussi opérer dans cette salle. Donc comment vous dire, on a fait quelques réunions de travail et c'est là où effectivement je pense qu'on a une vraie plus-value à ce stade-là, sur une modélisation 3D, de positionner chacun des équipements, chacun des bras, des scialytiques, de vérifier la longueur de chaque équipement, qui puisse bien justement les faire pivoter, les positionner dans vraiment les positions les plus optimales autour du patient pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc ça c'est un travail qu'on fait en amont avec le maître d'ouvrage, avec l'équipe biomédicale, qui est vraiment fondamentale. Et ensuite, nous, on s'adapte sur le chantier justement pour que tout ceci fonctionne au mieux. Et évidemment, il y a toujours une gaine qui va gêner, il y a toujours quelque chose aussi sur les surcharges de plancher. Même si on prévoit une surcharge importante sur toutes les salles d'opération pour équiper justement en bras ou en matériel d'imagerie, et bien malgré tout, dans cette salle, on dépasse le quota qui était prévu. Donc, il faut faire des renforts en bande de carbone sous la dalle pour qu'elle soit suffisamment résistante pour accrocher tous les ancrages. Mais aux endroits où on met les bandes carbone, on ne peut plus mettre d'ancrage. Voilà. Bon, c'est une situation très terre à terre, mais on en est là. Donc après, bon, on s'arrange toujours, il y a toujours moyen de faire des chaises, des choses comme ça. Mais je pense que là, on a une vraie plus-value à apporter à ce stade-là, et justement de gérer et la synthèse et d'anticiper au maximum les besoins, que le projet médical soit, si possible, le plus abouti possible, pour que d'un point de vue technique, après, on se retrouve avec une salle qui soit la plus facile possible à mettre en œuvre, je dirais, qui soit vraiment en cohérence avec les besoins après des praticiens, des chirurgiens, des anesthésistes, etc. quoi. Donc voilà, on va dire le retour d'expérience fait que a priori on a réussi à extirper un certain nombre de points positifs à l'intégration de ces équipements en amont. Donc pour la maîtrise d'ouvrage, a priori, nous on pense que c'est un projet médical cohérent avec le projet de travaux. Pourquoi ? Parce que quand on choisit ces équipements-là très tôt, on est d'accord, on ne parle pas des très gros équipements, mais des équipements un peu plus légers, on est obligé d'intégrer la communauté médicale dans toute cette logique de développement de projet. C'est pas tout le temps fait. Malgré tout, on peut pas se voiler la face. Il y a des ingénieries de travaux qui fonctionnent très bien avec des maîtres d'ouvrage. Il y a des ingénieries de travaux qui fonctionnent un peu moins bien avec le corps médical. Donc, malgré tout, le fait d'intégrer ces équipements en amont oblige le maître d'ouvrage à intégrer sa communauté médicale dans la réflexion du projet, mais pas que la réflexion générale de positionnement des services les uns par rapport aux autres ou des locaux les uns par rapport aux autres, mais c'est surtout l'ergonomie des locaux, l'ergonomie intérieure des locaux, et ça reste quand même un point essentiel quand on veut exploiter une salle d'opération après. Après, pour la maîtrise d'œuvre, parce que je vous disais tout à l'heure, ce que nous on a imaginé comme étant un point positif, c'est nous laisser la capacité à proposer des solutions alternatives, parce que voilà, on va dire que on pense avoir une valeur ajoutée quand du moins on estime être une maîtrise d'œuvre sachante.
on estime avoir une valeur ajoutée sur des propositions alternatives qui peuvent de temps en temps dérouter. Mais bon, j'aurais tendance à dire un projet, les projets avancent par de temps en temps des projets qui déroutent un petit peu. Ensuite, des optimisations et la gestion simplifiée des interfaces. Donc, pour la gestion des interfaces, c'est ce qu'on vous disait, c'est la synthèse. Les équipementiers, s'ils n'ont pas leur marché, on conçoit tout à fait qu'ils ne participent pas à la synthèse. Malgré tout, il ne faut pas se voiler la face. Ça génère beaucoup de travaux supplémentaires. Ces travaux supplémentaires qui sont soit supportés par la partie travaux ou par la partie équipementier, même si ça je le vois un petit peu moins, mais j'imagine que c'est pas un ancrage avec une chaise, c'est pas le même prix qu'un ancrage normal. Vous me direz si je me trompe. Et effectivement, au niveau de la limite de responsabilité et du planning, ça met tout le monde dans la même dynamique de livraison. Et donc, personne ne trouve d'excuses par rapport à personne. À compter du moment où on a deux marchés indépendants, ça devient problématique. Et ensuite, au niveau des intervenants, ce que je vous disais, faut prendre une maîtrise d'œuvre qui, a priori, sait construire. Parce que malgré tout, ça reste quand même, pour nous, le minimum. Et puis ensuite, l'implication des professionnels du biomédical en amont. Parce que malgré tout, ils ont on va dire, la part essentielle, malgré tout, du projet de bâtiment, du projet hospitalier. Puisque c'est quand même tous ces équipements-là, tout le plateau technique qui fait tourner l'hôpital. Une chambre, c'est une chambre. On va dire, c'est pas ça qui révolutionne un hôpital. Malgré tout, tous les équipements, tous les plateaux techniques performants, c'est ça qui va conditionner un hôpital et, on va dire, sa performance. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.